Bonjour à tous, aujourd'hui présentation de Roche-Beaubois, le spécialiste de l'ameublement premium. Mais avant toute chose, je ne suis pas conseiller financier, cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, et je suis actionnaire de l'entreprise. Certain wiring that's very useful. I am better! Ça m'excite! J'ai les tétons qui pointent! Oh! I'm talking about this. En 1950, Jacques Roche achète un ancien théâtre et y fait construire 2 magasins de vente de mobilier. Pendant ce temps, la famille Chauchan vend des meubles dans une boutique nommée Au Beaubois, qui donnera le Beaubois du nom Roche-Beaubois. En 1960, lors d'un salon du mobilier scandinave, les deux familles se rencontrent et unissent leurs efforts pour créer un réseau de distribution sous forme de franchise. La franchise, point important qu'on verra plus tard. Dans les années 70, 80, 90, le développement continue avec de nouvelles collections qui suivent les tendances de l'époque, et Roche-Beaubois s'impose petit à petit à l'international. Dans les années 2000, l'entreprise fait de plus en plus appel à des designers, des architectes et des créateurs pour la création de nouvelles collections. En 2010, Roche-Beaubois fête ses 50 ans et signe pour l'occasion un partenariat avec Jean-Paul Gaultier. En 2013, un fonds d'investissement italien de private equity prend une participation dans le groupe. En 2018, introduction en bourse sans levée de capital pour permettre à une partie de la famille Chauchan et au fonds italien de vendre une partie de leur part. Roche-Beaubois est un spécialiste de l'ameublement. Canapé, fauteuil, buffet, table basse, table, lampe, chaise, bibliothèque, lit, tapis et même le mobilier extérieur. Elle permet une grande personnalisation des produits, que ce soit le tissu, la couleur, la taille pour les canapés par exemple. Elle se situe sur le segment premium, voire luxe à l'international, grâce à l'image française et leur slogan French Art de Vivre. Elle détient aussi Cuir Center qui représente 10% du chiffre d'affaires, qui est plutôt au milieu de gamme, et présent seulement en France et en Belgique. L'entreprise ne fabrique pas ses produits, elle sous-traite la fabrication à des fournisseurs qui travaillent avec le groupe depuis plusieurs décennies pour certains. Les produits de Roche-Beaubois sont fabriqués à 100% en Europe, surtout en Italie, mais aussi en France et au Portugal. Pour Cuir Center, une partie de la production vient de Chine. L'entreprise fait régulièrement appel à des designers extérieurs pour créer de nouvelles collections. L'entreprise détient ses magasins en propre, mais travaille aussi avec des franchisés. Le système de franchise permet à un entrepreneur d'ouvrir un magasin Roche-Beaubois ou Cuir Center pour vendre les produits de la marque, en respectant évidemment certaines règles. Ces franchisés passent directement commande auprès des fournisseurs de Roche-Beaubois, pour la majorité, qui ensuite doivent donner à Roche-Beaubois une redevance de l'ordre de 5% du volume d'affaires, qui correspond aux prises de commande. Sachant que le client paye 30 à 50% du prix de la commande au moment du passage de celle-ci, il y a peu d'annulation. Les magasins n'ont pas de stock, hormis ce qui sert à la présentation dans les magasins, tout étant personnalisable ou presque. Ce système de franchise est très intéressant pour Roche-Beaubois. Ça permet au groupe de se développer sans prendre de risques, surtout à l'étranger. L'entrepreneur qui décide d'ouvrir un magasin Roche-Beaubois dans un pays où le groupe n'est pas, ou une nouvelle ville, prend tous les risques. C'est lui qui va devoir faire sa clientèle, faire découvrir la marque, faire sa publicité, mais lui connaît la culture du pays. Et c'est bien plus facile pour lui de réussir que de parachuter un Français pour qu'il développe un magasin dans un pays dont il ne connaît pas la culture. Et si ça fonctionne, soit le groupe peut racheter les magasins aux franchisés, soit il peut se contenter de prendre 5% des ventes, s'il pense que ça sera difficile à gérer. On en reparle dans la partie croissance. Ces 3 dernières années, elle a profité du Covid avec une forte augmentation des volumes, sachant que le nombre de magasins a peu évolué. Le cas général lui permet de racheter des franchisés, les meilleurs, mais aussi de changer certains emplacements de ces magasins pour des emplacements plus prestigieux, plus chics, pour donner une vraie image de luxe. Cette année, elle a repris l'emplacement d'une ancienne boutique Hermès aux États-Unis par exemple. Le rachat de franchisés permet une augmentation du chiffre d'affaires sans augmenter le nombre de boutiques. En 2023, même si l'année n'est pas finie, c'est ce qui permet au groupe de ne pas avoir une baisse du chiffre d'affaires par rapport à 2022. Les franchises sont courtes, 3 ans, ce qui permet au groupe de négocier les prix raisonnables lors des rachats, même s'ils ne communiquent pas les montants. Tous les franchisés n'ont pas vocation à être achetés. Certains sont trop petits, d'autres pas assez rentables, et d'autres dans des pays où les gérants du groupe n'ont aucune connaissance du marché. Les États-Unis ont un gros potentiel de développement avec l'ouverture de nouveaux magasins, ce présent étant tous en propre avec le rachat ces dernières années de plusieurs franchisés. Le chiffre d'affaires est comparable à celui réalisé en France, vous imaginez donc bien le potentiel. Surtout que les marges aux États-Unis sont meilleures qu'en France. Le chiffre d'affaires est d'environ 140 millions d'euros en 2022, en sachant que le panier moyen est de 10 000 $, ça donne environ 15 000 clients. Dans un pays comptant 22 millions de millionnaires, ça laisse une belle marge de progression. Le groupe est un peu présent en Chine, mais seulement avec un franchisé qui possède plusieurs magasins. Le président du directoire parle d'un potentiel rachat, mais pas de tous les magasins.
Le chiffre d'affaires pourrait donc fortement évoluer si ça se fait. Et derrière, le potentiel de la Chine est énorme, avec des marges encore meilleures qu'aux États-Unis. Actuellement, le groupe touche 7,5 millions de redevances des pays hors Europe et Amérique du Nord, ce qui correspond donc à 150 millions de chiffre d'affaires. Une bonne partie étant réalisée en Chine, vous comprenez donc le potentiel. Dans la présentation des résultats du S1 2023, Guillaume Demullier, président du directoire, parle du lancement potentiel d'une chaîne de magasins de cuisine. Mais ce n'est qu'à l'étude actuellement. Et le groupe participe régulièrement à des événements artistiques et culturels, ce qui lui permet de se faire connaître et de montrer ses produits à une potentielle clientèle, souvent aisée. Pour commencer, il faut comprendre que le volume d'affaires, c'est le total des commandes passées sur l'année dans tous les magasins, en propre comme en franchise. Le chiffre d'affaires, lui, est le total des ventes des magasins en propre, plus les redevances des franchisés et différents services. Les délais de livraison étant de 3 à 6 mois, ils connaissent à l'avance leur chiffre d'affaires, approximativement. L'entreprise a énormément profité de l'après-Covid. Le chiffre d'affaires a pris 50% entre 2019 et 2022. Il ne devrait pas croître ou très peu en 2023. Et selon l'environnement économique, la croissance devrait aussi être limitée en 2024. À périmètre constant, il est même en baisse en 2023. Niveau rentabilité, elle a explosé depuis 2019. Les marges ont beaucoup augmenté, passant de 6% de marge opérationnelle à 10,7% et de 3,4% de marge nette à 7,7%. Il faudra surveiller dans les années à venir si elle arrive à maintenir ses marges. Le gros de la croissance de cette période s'étant fait via des volumes dans un même nombre de magasins. Si les volumes baissent, les charges fixes écraseront les marges. A savoir que le groupe augmente peu son nombre de magasins total. Par contre, il y a des rachats de franchises, le groupe rachetant les meilleurs magasins. Elle a aussi pas mal profité de l'effet de change en 2022. La marge brute prend 1% sur la période, 2,3% depuis 2018. Attention, quand vous regardez la marge brute, elle ne prend pas en compte les salaires, mais seulement les coûts des meubles, de par leur fonctionnement comme expliqué plus haut. Ils ne négocient pas trop fortement avec leurs fournisseurs sur les prix, la plupart étant des fournisseurs historiques et n'ont pas envie de prendre le risque d'en perdre un. Il y a donc eu pas mal de hausses avec l'inflation, mais ce serait en train de baisser un peu selon le président. Pendant le Covid, malgré les pénuries, ils ont réussi à garder des délais de livraison corrects, quand certains concurrents ont vu leurs délais doubler voire tripler, essentiellement car la fabrication est 100% européenne pour Roche-Beaubois, même si tous les matériaux ne viennent pas forcément d'Europe. Les coûts sérieux ne sont donc que des vendeurs et de l'administratif. Les vendeurs ont des commissions sur les ventes qu'ils font, et il y a des plans de stock option pour la direction et les managers des magasins, selon les résultats, mais aussi un peu pour les salariés. Évidemment, il y a d'autres frais comme la publicité ou le transport des produits, comme vous pouvez le voir. Publicité qui représente une grosse part du chiffre d'affaires, mais c'est assez classique dans le luxe. C'est à peu près la même part que pour LVMH. Si on regarde le chiffre d'affaires consolidé, il est plutôt bien réparti entre les différentes régions du monde, car l'international hors Europe et Amérique du Nord ne représente que 7,5 millions d'euros, ce qui paraît peu, mais en réalité l'entreprise ne détient aucun magasin en propre. Et ces 7,5 millions représentent donc un volume d'affaires de 150 millions d'euros, ce qui montre son développement important à l'international. Pour les marges, je pense que ce sera compliqué de les augmenter, car il y a double marge, fournisseur et Roche-Beaubois. Et je ne pense pas que Roche-Beaubois ait un pricing power suffisant pour avoir des marges nettes de 15 à 20%. C'est le problème de sous-traiter la fabrication. Et autre point, il y a une marge d'EBITDA de 80% sur la redevance. Il faut donc que les magasins rachetés aient de bonnes marges pour ne pas baisser les marges globales du groupe trop significativement. Sinon, il y aura une hausse du chiffre d'affaires importante, mais une baisse des marges. Niveau bilan, il est presque vide car l'entreprise ne détient pas ses boutiques, elle loue, ce qui fait qu'il n'y a pas de foncier. Et ne fabriquant pas non plus, pas d'usine. L'avantage c'est qu'il n'y a pas de dette pour le foncier, le désavantage c'est que le foncier ne prend pas de valeur. Ne vous fiez pas à la dette nette affichée sur certains sites comme Zone Bourse, elle prend en compte la dette locative. Le free cash flow est faussé aussi à cause de cette même dette locative. Comme vu plus haut, il n'y a pas de stock, hormis ce qui sert à la présentation en boutique, tout étant fabriqué sur commande. Il y a aussi les stocks qui ne sont pas encore livrés. Le ROE est important entre 25 et 30% à partir de 2021, l'entreprise n'ayant pas réellement besoin de capitaux pour son activité, comme mentionné plus haut. Il faut tout de même savoir qu'avant l'introduction en bourse, le groupe était endetté et les marges étaient plus faibles. Les dernières années lui ont fait du bien et vont lui permettre de se développer plus sereinement. Le cash généré permettant le rachat des meilleurs franchisés et l'ouverture ou la rénovation de nouveaux magasins dans des lieux plus huppés. D'ailleurs, le fonds italien ne vend pas le reste de sa participation, malgré une belle évolution du cours de bourse. C'est qu'il doit être satisfait de l'évolution du groupe et des perspectives. Il n'y a pas de PDG. Le président du directoire ne fait pas partie de la famille. Il s'appelle Guillaume Demullier et il est au poste depuis 2019. Mais dans l'entreprise depuis 2011, il était directeur financier avant. Ce n'est pas vraiment un directeur général, mais il est au-dessus du directeur général.
Je ne suis pas spécialiste des organigrammes d'entreprise, c'est plus simple quand il y a un PDG ou un directeur général. Niveau rémunération, il y a une bonne part de variable qui est déterminée selon plusieurs critères financiers, le bénéfice par action, la croissance de l'EBITDA, la croissance du volume d'affaires et de l'extra-financier, le pourcentage de produits éco-conçus et la part de bois venant de filières écolo. Il y a aussi des actions gratuites pour les dirigeants comme vu plus haut. Pas de convention réglementée. Niveau RSE, pas grand chose. Ils veulent avoir 100% de leurs produits éco-conçus en 2025. Éco-conçu, ça veut tout dire et rien dire. Dans une interview que je n'ai pas retrouvée, Guillaume Demillier disait qu'il s'agissait d'utiliser du bois venant de forêts gérées durablement suivant des normes, d'utiliser le maximum de matériaux naturels, de recycler les déchets lors de la fabrication, de faire en sorte que les produits soient recyclables, de regrouper les livraisons pour économiser le carburant, ce genre de choses. Évidemment, vous avez une partie blabla sur l'égalité et tout ça. Niveau concurrence, il n'y a pas de gros concurrents, et la plupart sont plutôt des concurrents régionaux. Il n'y a pas de concurrents cotés, ce qui empêche la comparaison. Le groupe se dit lui-même leader mondial de l'ameublement haut de gamme. Le marché de l'ameublement est assez énorme, 650 milliards en 2023. Même si la grande majorité vient du mass market, l'entrée de gamme en gros, je pense qu'il y a largement la place pour plusieurs acteurs dans le segment luxe. Aux États-Unis, Roche-Beaubois est le deuxième plus gros vendeur étranger derrière Ikea. Loin derrière, évidemment, mais devant la concurrence européenne. Et la marge de progression aux États-Unis est énorme, étant le plus gros marché de l'ameublement au monde. Mais on a vu qu'en Chine, le potentiel était fort aussi, le luxe français intéressant énormément les Chinois. Son développement ne lui coûte pas grand-chose, ce qui lui permet de distribuer une bonne partie des bénéfices sous forme de dividendes, 70% en 2022. Je pense qu'elle pourrait très bien continuer à distribuer autant à l'avenir, car comme je l'ai dit, elle n'a presque pas de frais. Ouvrir une nouvelle boutique ne lui coûte pas l'achat du bâtiment, juste le stock pour la présentation, l'agencement de la boutique et l'embauche des employés. Ensuite, les clients financent les charges. Pareil avec l'ouverture de franchise, zéro dépense pour Roche-Beaubois. Je trouve ce modèle d'affaires vraiment intéressant. Il n'y a pas un gros historique, donc on verra à l'avenir, mais l'entreprise n'a pas besoin d'avoir une montagne de cash. En plus, il y a des acomptes au moment de la commande qui permettent d'avoir de la trésorerie. Je pense donc qu'il y aura une part importante des bénéfices distribués chaque année. Elle a fait son entrée en bourse en 2018 sans levée de capital, pour permettre aux membres de la famille Chouchan de vendre une partie de leur part et au fonds de private equity italien d'alléger sa position. Les familles détiennent toujours 51% du capital et le fonds italien détient encore 34%. Il y a 11% de flottants. Les 4% restants sont de l'autodétention et deux membres de la famille Chouchan qui ne rentrent pas dans les 51% et des arrondis. A savoir que plusieurs membres des familles ont signé un contrat pour garder leurs actions, et que si un membre veut vendre, les autres ont un droit d'achat prioritaire. Le titre n'est pas très liquide, environ 100 000 euros d'échangés chaque jour, ce qui donne parfois des variations importantes en séance, comme vous pouvez le voir sur le graphique, avec des belles mèches. C'est intéressant pour placer des ordres canne à pêche. Niveau valorisation, c'est pas évident. On peut pas être certain que les marges restent celles de 2022. Compliqué d'estimer la croissance du chiffre d'affaires aussi. Le PER moyen est de 18 sur les quelques années de cotation. Alors qu'il y avait des marges plus faibles, donc on peut garder 18 je pense. Surtout que c'est une entreprise sans capex ou presque. Si on prend 7,5% de marge nette et 425 millions de chiffre d'affaires pour cette année, on est sur 57 euros. Dans 5 ans, on prendra la même marge nette et 500 millions de chiffre d'affaires, ce qui ferait une petite croissance de 3,5% par an, ce qui est faible, mais qui permet d'être prudent, on sera à 68 euros. Je ne prends pas une grosse croissance, comme ça si le chiffre d'affaires est plus élevé, mais que les marges sont plus faibles, ça compense. Au cours actuel de presque 49 euros, on a 7% par an de rentabilité, auquel il faut rajouter le dividende. Avec un PER 18, on a une renta de 5,55%. Si la distribution de 2 tiers des résultats, qui est largement possible, comme on a vu, on peut tabler sur 3,7% de dividende. Au cours actuel, on aurait donc un 10-11% par an. Mais comme je l'ai dit, ce n'est pas évident de faire une estimation, avec les marges qui pourraient baisser et sans connaître la croissance visée. Pour viser les 15% par an que je vise, il faudrait la toucher à 40 euros. Elle y était fin octobre, et selon un résultat et les prévisions pour 2024, elle pourrait y revenir. Le titre étant assez volatile. En résumé, c'est une belle société qui a profité du Covid et de l'envie des gens de réaménager leur intérieur. Avec le cash accumulé ces dernières années, elle est plus solide que jamais et peut se développer tranquillement. Mais il ne faut pas oublier que ça reste le secteur de la consommation discrétionnaire. Le ralentissement économique peut lui faire très mal. Et les marges pourraient donc revenir vers les niveaux d'avant Covid.
Mais n'ayant pas de dette et ayant du cash, elles pourraient profiter de la situation pour acheter des franchisés moins chers. Leur modèle d'affaires basé sur les franchises me plaît beaucoup. Ça leur permet de se développer à l'international sans risque financier, le franchisé prenant tous les risques. En gros, j'aime beaucoup cette entreprise, comme vous l'aurez compris. Et en plus de la croissance possible, il peut y avoir une autre raison d'investir dans Roche-Beaubois, une potentielle OPA. Ceci n'est que mon avis et une simple théorie, mais Roche-Beaubois est un leader dans son secteur. Et c'est aussi le seul secteur du luxe, il me semble, avec l'automobile, dans lequel LVMH ne possède pas de marque. Et si LVMH rachetait Roche-Beaubois? Le développement de l'entreprise pourrait exploser dans le groupe LVMH, comme Tiffany a explosé depuis que LVMH l'a racheté. De plus, pour LVMH, ce serait une goutte d'eau, un pari peu risqué, l'entreprise étant rentable mais ne représentant que 0,5% du chiffre d'affaires de LVMH. Je pense que si l'entreprise continue sa croissance, il arrivera un moment où elle passera dans le radar de l'ogre LVMH. Et comme vu au début de cette vidéo, l'introduction en bourse avait pour but de permettre à la famille Chouchan et au fonds italien de réduire leur participation. Ils pourraient donc accepter une belle offre pour sortir complètement, à moins que les résultats récents de Roche-Beaubois ne les convainquent de garder leur part. Encore une fois, ce n'est qu'une théorie, et une OPA serait même dommage car la croissance potentielle serait noyée dans LVMH. Mais on pourra avoir une belle prime de sortie si ça se fait. Dans tous les cas, il va falloir surveiller les résultats de cette année et l'évolution en 2024 et dans les années qui viennent. Mais je reste confiant sur l'avenir de Roche-Beaubois. Ça reste un dossier que je ne recommanderais pas aux plus frileux. Ce sera tout pour cette analyse, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous êtes actionnaire ou si cette analyse vous a donné envie d'approfondir. N'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!